Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai, la chaîne qui décortique pour vous le monde du logiciel SaaS et de l'écosystème startup. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un éditeur de logiciels historique, puisqu'il s'agit de Haute-Suite. Pour parler de cette belle marque et de ses plateformes incroyables, j'ai la chance de recevoir son marketing et customer advocacy, puisqu'il s'agit de Yann Dierheimer. Haute-Suite, qu'est-ce que c'est ? C'est la plateforme de gestion des réseaux sociaux pour toutes les entreprises. Et c'est un plaisir que j'ai à vous partager cet épisode passionnant. Comme tout bon podcast qui se respecte, on va commencer par raconter l'histoire de Yann avant son arrivée il y a 7 ans chez Haute-Suite. Un beau parcours, vous verrez, que je vous laisse découvrir. Ensuite, Yann nous partagera les 3 tendances 2022 sur l'usage des réseaux sociaux en entreprise. Il y a de belles surprises, vous verrez. J'en ai profité également pour avoir son retour sur ce grand sujet qu'est la numérisation ou parfois mentionner transformation digitale des TPE et PME sur ce sujet. Il nous racontera comment Haute-Suite permet à ces acteurs économiques de rester connectés à leur audience et leurs clients. Je souhaiterais remercier les équipes de Haute-Suite et bien sûr Yann pour son temps et son partage très riche d'enseignements. Mais avant de vous laisser découvrir ces bels épisodes, merci à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui pour votre soutien. Que vous soyez sur les réseaux sociaux, que vous nous ayez découvert aujourd'hui, ou que vous nous écoutez sur les plateformes de streaming qui, au passage, si vous êtes sur Apple ou Spotify, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à monter dans le référencement et à nous motiver. Bon, je referme la parenthèse et je vous laisse maintenant avec mon interview de Yann Dierheimer, responsable marketing et customer advocacy chez Haute-Suite. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Rien de tel que pour parler de cette marque, de recevoir Yann. Alors si j'écorche ton nom, tu m'excuseras, c'est Yann Dierheimer, c'est ça ? C'est ça, super. Merci David. Yann, écoute, c'est moi qui te remercie d'avoir accepté mon invitation. Et écoute, Yann, pour bien commencer, est-ce que tu peux te présenter à l'audience pour savoir un peu qui tu es et ce que tu fais chez Haute-Suite ? Oui, super. Encore merci pour ton accueil, David. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir échanger avec toi. Donc, quelques mots sur qui je suis. Yann Dierheimer, 45 ans, grandi en Nouvelle-Calédonie et je suis venu faire mes études en France. Et suite à ça, j'ai travaillé dans le digital. Donc maintenant, ça fait un peu plus de 20 ans que je travaille dans le numérique pour différents types de sociétés, principalement des petites boîtes, des startups, beaucoup dans le domaine du digital, l'e-learning, le CRM, le web, etc. Et j'ai eu la chance de rejoindre en fait Haute-Suite il y a maintenant 7 ans, lorsqu'on ouvrait en fait les bureaux à Paris pour accompagner le développement sur toute la zone Europe du Sud. Donc pendant 5 ans, j'étais en charge du marketing sur la zone Europe du Sud et on a beaucoup grandi. Tu vois, j'étais 4e, je crois, dans les bureaux de Paris. Maintenant, on est près de 45, presque 50, je crois, sur la région. Et voilà, donc j'ai accompagné les entreprises pendant 5 ans dans le développement d'Haute-Suite. Et ensuite, je suis passé sur un autre poste. Donc ça fait maintenant plus de 2 ans que je suis en charge du marketing client au niveau international. Voilà, donc je suis Global Customer Marketing Director. Et voilà, donc l'aventure continue chez Haute-Suite. Ça fait 7 ans, mais on s'ennuie pas. Ça bouge beaucoup. On est sur un marché qui évolue beaucoup. On va en parler. Et donc voilà, c'est super. Merci pour cette première introduction, en tout cas, Yann. Et on va revenir effectivement sur tout ça parce que tu as dit beaucoup de choses dans ta présentation. Et justement, pour les personnes qui ne savent pas trop ce que fait Haute-Suite, est-ce que tu peux le définir rapidement ? Comme ça, on est tous au même niveau. Bien sûr. Alors, Haute-Suite est une société canadienne qui est née à Vancouver il y a 13 ans. Voilà, donc elle a un certain âge maintenant. Elle a été fondée par Ryan Holmes. Ryan Holmes, alors juste pour la petite histoire, à l'époque, il gérait une agence de communication. Et comme beaucoup d'agences de com aujourd'hui, il était en charge, ses équipes étaient en charge d'assurer on va dire la maintenance de la stratégie sur les médias sociaux pour de nombreux de leurs clients. Et donc, pour faciliter la chose, en fait, ils ont eu l'idée de développer un logiciel pour, si tu veux, programmer les messages et pouvoir suivre ce qui se disait sur différentes plateformes en même temps et programmer les messages sur différentes plateformes. Donc, ils ont développé cet outil, ils l'ont mis à disposition des internautes de manière gratuite. Et donc, c'était il y a un peu plus de 13 ans. Oui, parce que j'allais dire, il y a 13 ans, il y avait quoi, en fait, comme réseaux sociaux ?
Ah bon, Il n'y en avait il y pas avait tant que ça, hein. pas tant que ça, mais enfin, en tout cas, c'était pas toujours les mêmes, mais bon, les principaux d'aujourd'hui, comme Facebook et Twitter, étaient déjà présents. Mais voilà, il a remarqué que ça a décollé. Donc, en l'espace de quelques mois, il y avait déjà plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs. Donc, on était assez précurseurs dans ce domaine-là. Et donc, il a décidé d'investir dans le domaine et de créer la société Hootsuite. Et depuis, voilà, l'histoire est belle. C'est-à-dire que Hootsuite, aujourd'hui, c'est près de 18 millions d'utilisateurs de par le monde qui utilisent nos solutions pour Impressionnant. gérer leur présence sur les réseaux sociaux. Donc, dans ces 18 millions d'utilisateurs, tu vas avoir des particuliers, des blogueurs, des toutes petites structures, des petites PME, des TPE, des associations, mais tu peux avoir aussi des ministères, tu vas avoir des grands groupes internationaux du domaine du B2C ou du B2B, voilà, à différents Des niveaux, bien sûr. agences Hein. aussi, hein, qui utilisent la plateforme peut-être pour... Des quoi, tu me disais? Des agences. Des agences, bien évidemment. Oui, oui, oui. D'accord. On a bien sûr aussi beaucoup d'agences qui utilisent nos solutions. Et voilà, donc en deux mots, Outsuite permet à ces entreprises et à ces organisations de gérer, sécuriser, optimiser, on va dire, leur stratégie sur les réseaux sociaux. Voilà, donc il y a différents modules qui viennent s'intégrer à l'offre Outsuite qui permettent de gérer la stratégie de contenu, gérer les campagnes publicitaires, faire de l'écoute, de la veille, du listening, suivre ensuite les résultats des actions qui sont menées. Enfin voilà, comment être aujourd'hui plus efficace sur les réseaux sociaux, qui est un canal très important, on va en parler, pour beaucoup d'organisations, notamment en s'appuyant sur la plateforme Outsuite. Voilà pour la petite histoire. Donc 18 millions d'utilisateurs, tu as dit Yann. On est à worldwide, on est partout dans le monde. On est partout dans le monde, tout à fait. Voilà, nous, au niveau d'Outsuite, on a plus de 1200 personnes aujourd'hui en termes d'employés. J'imagine plus au Canada peut-être, historiquement. Est-ce que ça reste centré côté Amérique ou Alors, au niveau des clients ou au niveau des équipes, si tu veux, même. Ah bah du coup les deux, je te poserai la question, tu me sors la perche. Mais écoute, en fait, je rebondis là-dessus, les deux, parce que pour que ce soit pour l'un comme pour l'autre, aujourd'hui, on est de plus en plus global. Donc, on a toujours le siège à Vancouver, mais on a de nombreux bureaux qui ont ouvert, que ce soit en Amérique, en Europe, où on est présent au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, notamment. Et puis, on a aussi une présence sur la zone Australie, Nouvelle-Zélande, où on a un bureau à Sydney. Donc, si tu veux, on a une présence déjà en termes d'équipe mondiale. Hein. L'idée, c'est d'être proche de nos clients. Hein. Il faut vraiment les accompagner, pas uniquement, même si on est un logiciel qui est disponible, si tu veux, en mode SaaS, on propose quand même à tous nos clients un service d'accompagnement, ce qui veut dire qu'il faut avoir des équipes proches du terrain, qui parlent la langue, qui connaissent les spécificités culturelles, etc. Et donc voilà, aujourd'hui 18 millions d'utilisateurs à échelle mondiale. Voilà, on a beaucoup de clients, notamment en Amérique latine, l'Asie c'est en pleine croissance. Mais voilà, on est très présent, notamment en France aujourd'hui, comme je te disais, où on est passé de 5 à près de 50 en espace de 7 ans. Voilà. D'accord. Et en Europe, est-ce qu'il y a un siège? Il y a souvent une localisation en Grande-Bretagne. Je sais pas si c'est le cas chez vous aussi. C'est le cas chez nous, oui, oui, on a Oui. un siège à Londres au départ tout était piloté pour la zone IMIA de Londres, mais comme je te dis, voilà, on a ouvert un bureau à Paris, on a ensuite ouvert un bureau à Hambourg, à Madrid, tu vois, donc là aujourd'hui même si on a le siège européen à Londres, on a des équipes sur le terrain pour Paris, accompagner. l'endroit auquel tu es en ce moment même où on enregistre ce podcast justement. Exactement, exactement. Même si la plupart des équipes on est beaucoup en télétravail, comme beaucoup des auditeurs, hein, j'imagine aujourd'hui. Mais voilà, l'essentiel des équipes françaises est sur Paris. Alors du coup, merci beaucoup Yann pour la présentation de ton parcours et aussi celle de suite. Je pense que tout le monde a déjà un petit peu entendu parler, mais c'était bien de pouvoir recontextualiser tout ça pour avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que je vais en profiter pour que tu sois là, parce que avec ta casquette et ton histoire, parce que ça fait quoi? Ça fait 7-8 ans que tu es chez Outsuite aujourd'hui? À peu près? Exactement, 7 ans, oui. C'est ça, 7 ans, voilà. Et Ouais. ben, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir décortiquer et bon, je vais essayer d'en profiter au maximum de ta présence, justement pour peut-être parler d'une chose qui est un peu au cœur du milieu. C'est que tu l'as dit, tu vois, il y a 13 ans, il y avait quelques réseaux sociaux. Aujourd'hui, bah, on a l'impression qu'il y en a tous les 2-3 ans, il y a un nouveau réseau social qui va faire le buzz. Il y a Instagram qui a un peu bouleversé les codes. Là, c'est TikTok aujourd'hui, on va en parler un petit peu. Mais justement, vous, avec, l'ensemble de votre panel hors worldwide, donc international et tous les utilisateurs que vous avez dans tous ces secteurs-là, c'est quoi un petit peu les tendances
actuelle, les trends qui ont eu un peu leur moment en 2021 et qu'est-ce qui nous attend un petit peu en 2022 là? Alors, tu as raison, David, c'est passionnant parce que ça bouge tout le temps. Et autant on peut anticiper un peu sur ce qui va se passer sur l'année qui vient, on peut revenir sur les années passées, mais c'est vrai que c'est difficile d'anticiper vraiment au-delà parce que les usages se développent tous les jours. Et on parlera de TikTok, mais c'est un bon exemple de comment les usages de TikTok se sont développés en l'espace de quelques années. Et c'est ce que je trouve passionnant au niveau des réseaux sociaux, c'est que justement, eh ben, en fait, ils sont ce qu'on veut en faire. Et ce qu'on veut en faire aujourd'hui sera peut-être différent de ce qu'on veut en faire demain. Donc, effectivement, c'est passionnant. Ce qui veut dire que bon, c'est aussi fatigant. Hein. Nous, au niveau tout de suite, il faut sans arrêt qu'on s'adapte et aux nouveaux usages, qu'on développe les fonctionnalités qui permettent de répondre à ces nouveaux usages. Donc, on mène une étude effectivement tous les ans, l'étude qu'on appelle Social Trends, donc les tendances social media, pour justement faire un peu un état des lieux de la situation et anticiper les changements futurs. Donc, pour cela, on profite, comme tu le disais, de notre audience. Aujourd'hui, on a nos utilisateurs, près de 18 millions, et puis on a aussi toute la communauté qui nous suit sur les réseaux sociaux. Et donc, on va questionner cette audience tous les ans pour prendre un peu la température. Et là, cette année, c'est tout neuf, c'est tout frais. On a sorti les résultats du rapport Social Trends, donc 2022. On a eu plus de 18 000 réponses de par le monde. Donc ça, c'était très intéressant. Des personnes, donc des professionnels des réseaux sociaux et du marketing, au sein de plus de 9 pays. Donc voilà, c'est quand même cette dimension internationale, qui ont répondu à nos questions pour nous faire part de leurs principaux enjeux dans le domaine du social media, de leurs attentes, de leurs défis et des tendances qu'ils voyaient par rapport à l'année qui vient. Voilà, on a complété Ce ça rapport est avec... disponible en public, Yann? Je te coupe, hein, Tout à désolé, fait, mais tout à fait, tout on à fait. On on pourra peut le peut-être partager remettre le du lien. coup, Voilà, on pourra partager le lien. Il est disponible en public. Il a été traduit en plusieurs langues, donc tout à fait. Donc il y a si tu veux, il y a eu ces résultats-là. On a complété avec des entretiens en face à face qu'on a fait avec des experts du secteur et avec des chiffres aussi. Tu sais que tous les ans, on sort en partenariat avec We Are Social une étude qui s'appelle Digital 2021, qui sera Digital 2022. d'accord. Et voilà, on a aussi utilisé les chiffres de cette étude pour compléter cette analyse des tendances social media. Si tu veux, je peux te donner quelques... Ah bah là, ça me brûle les lèvres. Là, j'ai envie de te demander les grands résultats qu'il y a de cette étude. Alors voilà, il y a plus, je pense que je vais m'arrêter sur trois principales tendances que Vas-y. nous on a notées chez Hootsuite et qui sont vraiment des tendances de fond. Hein. Donc c'est intéressant de voir que c'est des tendances qui s'inscrivent dans le temps. Voilà, même si je te dis que ça bougeait vite, on remarque quand même que depuis plusieurs années, il y a certaines tendances qui continuent à prendre de l'ampleur. La première tendance, tu parlais des différents réseaux sociaux. Alors oui, il y a des nouveaux réseaux qui apparaissent tous les jours. On se souvient notamment de Clubhouse, qui était extrêmement à la mode l'année dernière, qui est toujours très présent, hein, mais quand même le soufflet est un petit peu retombé. Pour autant, le format voix est toujours très important. On le voit notamment avec le succès de ton podcast. On le voit aussi avec le succès d'autres réseaux comme Twitter Spaces qui a voulu rebondir sur ce sujet de la voix, etc. Et ça, c'est pour revenir sur ce que tu disais. Il y a beaucoup de réseaux, certains réseaux qui apparaissent, mais parfois il y a un phénomène de mode et ça peut retomber. Pour autant, on voit que certains prennent une part de plus en plus importante dans le paysage. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a déjà demandé à nos auditeurs quelles étaient pour eux la plateforme qu'ils jugeaient la plus efficace pour atteindre leurs objectifs. Parce que voilà, on s'adresse à une audience principalement d'entreprises et d'organisations publiques, des PME comme des grands groupes. Quels sont les réseaux sociaux les jugés les plus efficaces pour eux? Alors, l'année dernière, c'était vraiment beaucoup Facebook et Instagram. Si tu veux, qui remportait qui menait la danse. Vraiment. Ouais. Tout le monde était Voilà, d'accord là-dessus. exactement. Et d'ailleurs, au niveau de l'investissement en matière de publicité, c'était Instagram vraiment qui arrivait de loin. Il faut dire que voilà, Instagram, ils sont extrêmement Ils ont mis le innovants, ils ont paquet. lancé des Reels, ils mettent le paquet. Et aujourd'hui, bon, c'est plus B2C que B2B, mais même dans le B2B, on en est de plus en plus à s'appuyer sur Instagram dans le cadre de campagne. Donc, ça, c'était l'année dernière. Cette année, c'est intéressant de voir que même si on a toujours ce même trio de tête, j'ai envie de dire Facebook, Instagram, LinkedIn, eh ben, on a de nouveaux réseaux qui étaient jugés comme peut-être moins efficaces
l'année dernière et qui aujourd'hui apparaissent comme vraiment extrêmement efficaces aux yeux des entreprises. On le voit au niveau des chiffres. Et je vais te dire 3 exemples ici. Il y a TikTok, par exemple. TikTok, en termes de, si tu veux, pour cette question-là, avant, c'était 3% des répondants qui le jugeaient comme un réseau efficace pour atteindre leurs objectifs business. Aujourd'hui, c'est 24%. Tu vois, donc il y a une augmentation de 700%. Pinterest, on est passé de 6 à 16%. Snapchat, on est passé de 1 à 13%. Donc, tu vois, ces réseaux qu'on peut parfois considérer un peu comme les outsiders, eh ben, ils ont tendance à prendre de plus en plus d'ampleur aujourd'hui. Et on voit qu'il y a également des petites différences en fonction des tailles d'entreprise. Ça, je trouvais ça intéressant. Si les plus grosses entreprises ont tendance à investir beaucoup dans les réseaux traditionnels, comme Facebook et Instagram, eh ben, les PME, peut-être pour une question de compétitivité, au-delà de ces réseaux traditionnels, vont tester davantage ces nouveaux réseaux tels que TikTok ou Snapchat. Donc, c'est intéressant de voir que des usages différents, déjà en termes de taille d'entreprise, se développent et se démarquent. Et justement, ouais, hyper intéressant ça comme, comme analyse parce que j'allais justement te dire, est-ce que, c'est parce que, il y a un désinvestissement, tu penses, des réseaux plus traditionnels aussi, par une certaine tranche de population? Ou, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur le réseau, tous des nouveaux utilisateurs? Est-ce que ces nouveaux utilisateurs vont plutôt vers cette nouvelle génération qui explique cette nouvelle tendance, quoi? Pas forcément, parce que voilà, aujourd'hui, tu peux t'appuyer sur différents réseaux pour toucher différentes audiences et les réseaux type Instagram et Facebook sont encore, si tu veux, des machines de guerre. Même Twitter, si tu veux, qui est peut-être moins médiatisé aujourd'hui, moins sous les spotlights, mais c'est toujours un réseau social extrêmement pertinent pour toucher une certaine audience ou atteindre certains objectifs. Donc, tu vois, tout dépend vraiment des usages. Mais en tout cas, il est intéressant de voir que les PME ont tendance parfois à tester davantage les réseaux un peu alternatifs, en plus des réseaux traditionnels. Voilà. Bon. Après, en tout cas, on est toujours face à ce paysage qui est assez diversifié. Et il y en a un qui vraiment qui sort son épingle du jeu. Là, c'est TikTok. Tu en parlais tout à l'heure. TikTok, on pensait que c'était peut-être un phénomène de mode il y a 2 ans. Là, aujourd'hui, on voit qu'ils sont bien en place, ils sont là pour rester. On a dépassé la barre du milliard d'utilisateurs actifs qui se connectent tous les mois sur TikTok. Ça comprend même pas la Chine et l'Inde, hein, qui sont les 2 principaux marchés, parce qu'en Chine, c'est sous un autre nom, et en Inde, TikTok est interdit. Donc, 1 milliard d'utilisateurs actifs, déjà Dans le monde. dans le monde, tu vois. Donc, Impressionnant. c'est impressionnant, et c'est de plus. Et au départ, Depuis il y pas avait une très longtemps en dimension. plus, hein, Bah, c'est ça. ça a pris, une place rapidement. Ça a pris une place rapide, oui, exactement, et une dimension business. C'est ça qui est intéressante. Au départ, on pensait vraiment que TikTok, c'était plus de l'entertainment, hein, on s'amusait, on faisait des danses, etc. Aujourd'hui, on voit que beaucoup d'entreprises s'appuient sur TikTok pour développer leur marque employeur, pour faire de l'éducation, faire de la notoriété, et voilà. Alors, faut le faire de manière intelligente, hein, en respectant les codes de la plateforme, mais aujourd'hui, c'est un réseau social qui vraiment a pris une grosse ampleur et une place importante on va dire dans le mix Mmh. des outils disponibles pour les entreprises. Et Voilà, on donc le ça, voit c'est la bien en première plus, tendance. on le voit bien parce que les autres plateformes comme YouTube, ou même surtout principalement YouTube qui reprend ce code-là, de TikTok, ils appellent ça les shorts. Il y a les reels aussi, tu en parlais tout à l'heure sur Instagram, Bien qui sûr. reprennent exactement cette mécanique-là. Donc ça montre bien, que d'une le format, bah, ils se disent: «Ah OK, il y a quelque chose qu'on a raté et il faut qu'on se rattrape, quoi». Oui, et tout à fait. Et c'est intéressant qu'il y a aussi cette dimension business avec le fait que les TikTok peut avoir un impact sur les comportements d'achat. Donc beaucoup d'entreprises l'envisagent dans leur cadre de leur Mmh mix mh. média pour. Et ça, c'est assez récent, hein, Et- parce que, il y a encore quelques mois, c'était pas forcément aussi évident que ça, hein. Et c'est assez récent, tu as raison. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que avant, on disait TikTok, c'est pour les jeunes. Là, aujourd'hui, ça l'est de Oui. moins en moins. Bon, il y a voilà, c'est quand même encore beaucoup les jeunes, mais entre guillemets. Mais voilà, on a une certaine tranche de la population, trentenaire, quadra, qui aujourd'hui est présent sur TikTok et qu'on peut toucher également, quoi. Voilà. Encore faut-il le faire de manière intelligente. Il y a un des slogans intéressants de TikTok, ils disent Don't make ads, make TikTok. Il ne faut pas faire de la pub, il faut faire du TikTok. Donc, il faut le faire de manière, faut le faire à la TikTok, hein, j'ai envie de dire. Donc, ça, c'est une première tendance intéressante.
Une deuxième tendance de fond que je voulais te partager aussi, c'est celle de l'essor des communautés numériques. Voilà, on est de plus en plus présent online. Hein, là, j'enfonce une porte ouverte. Mais donc, les communautés numériques prennent de l'ampleur et il y a un vrai potentiel pour les entreprises de capitaliser sur ces communautés, non pas en développant elles-mêmes leur propre communauté, mais en allant toucher ces communautés en s'appuyant sur les créateurs de contenu. Voilà, donc ça c'est la deuxième tendance, essor des communautés et des créateurs de contenu. Comment je vais m'appuyer sur cette typologie d'influenceurs, un petit peu différente, les créateurs de contenu, pour toucher ces communautés et gagner en crédibilité, en légitimité aux yeux de cette nouvelle audience. Voilà, je ne sais pas si ça c'est quelque chose que toi tu as pu remarquer déjà avec tes Complètement. échanges. Après, tu en parlais tout à l'heure de Clubhouse et des podcasts, c'est un peu dans cette tendance-là de créer une communauté, fédérer autour d'un message, mais après sur l'audio, mais après globalement, il y a énormément de façons de faire et ouais, nous on l'observe aussi. Donc c'est hyper intéressant de voir que dans ces tendances-là, elles vont nous porter en 2022. C'est clairement, voilà. Et créateurs de contenu, on en parle de plus en plus. Hein. Il fut un temps où on parlait principalement des influenceurs. Les créateurs de contenu, c'est un petit peu différent. Si ils n'ont pas créé leur communauté autour de leur personnalité, de leur propre personne, ils créent la communauté autour du contenu qu'ils développent. Tu vois. Et donc je là, crois il y que a. même que TikTok ne les appelle pas les influenceurs, mais des créateurs. Hein. Je Tout crois à que fait. c'est un champ sémantique qu'ils utilisent vraiment. Hein. Tout à fait, exactement. Donc ça, c'est voilà, ça c'est une deuxième tendance qu'on trouvait intéressante Super et intéressant. qui ressortait de l'étude. Et la troisième et peut-être les dernières tendances, parce qu'après il y en a d'autres, mais je pense que c'est les trois principales qu'on peut voir aujourd'hui. La troisième et dernière tendance que je voulais voir avec toi, pour te partager, c'est celle en fait de la prise d'importance des médias sociaux à chaque étape du parcours client. On sait très bien qu'avant, les réseaux sociaux, quand même, c'était principalement de la com. On utilisait ces canaux pour écouter ce qui se disait sur la marque et pour faire passer des messages. Là, aujourd'hui, les réseaux jouent vraiment un rôle important à chaque étape du parcours client, en amont de l'acte d'achat, durant l'acte d'achat et après l'acte d'achat. Et ça, c'est très intéressant. Durant l'acte d'achat, notamment, tu as l'essor du social commerce, qu'on estime aujourd'hui à plus d'1 milliard de dollars un demi-milliard de dollars pardon, en termes de poids. C'est-à-dire que les gens achètent sur les réseaux sociaux. Et de plus en plus. Ou grâce aux réseaux sociaux. Exactement. Et les gens achètent sur les réseaux sociaux et les entreprises s'appuient sur les réseaux sociaux justement pour créer des opportunités d'achat. Tu as le social selling aussi, ce qui est peut-être plus en B2B. On va accompagner ces commerciaux sur les réseaux sociaux, les aider à se faire une présence sur LinkedIn ou Twitter notamment pour qu'ils se développent leur propre notoriété et qu'ensuite ils puissent identifier des opportunités commerciales ou convertir des opportunités plus rapidement. Donc ça, c'est durant l'acte d'achat. Avant l'acte d'achat, c'est intéressant aussi parce qu'on utilise de plus en plus les réseaux sociaux pour s'informer sur un produit ou sur un service avant de l'acheter. C'est aujourd'hui la deuxième source de recherche sur le web. Et même que tu regardes les 18-24 ans, c'est la première source de recherche. Ils vont d'abord aller sur les réseaux sociaux pour s'informer sur un produit avant d'aller sur Google. Sur les moteurs de recherche. Exactement. Donc là, il y a une belle opportunité pour les entreprises qui veulent s'engager avec ces audiences. Et après, en aval de l'acte d'achat, tu as toute la partie social care. Comment je vais m'appuyer sur les réseaux sociaux pour engager avec les communautés et développer le service client. Et le service client sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui se développe également de manière exponentielle. On l'a remarqué dans le cadre de notre étude, on le remarque beaucoup avec nos clients qui font appel à nous dans ce contexte-là. Nous-mêmes, en tant qu'utilisateurs, je pense que ça doit t'arriver, toi aussi, David, si tu veux avoir une réponse rapide d'une marque, quelle qu'elle soit, tu vas peut-être choisir la facilité d'aller sur son compte Facebook, Twitter ou Insta, parce que tu sais que c'est facile, le message il va être traité rapidement. Et voilà. Alors qu'il y a que peut-être une dizaine d'années, on cherchait le numéro de téléphone, on appelait le standard et c'était un autre process avec d'autres contraintes. Et donc les entreprises doivent s'adapter, tu vois. Donc ça représente une belle opportunité également en ce qui les concerne en matière d'optimisation des coûts, etc. et de service client. Comment tu améliores ton service client en allant sur les canaux où t'attendent tes clients. Mais bon, c'est aussi un beau défi, parce qu'il faut s'organiser. Les équipes du service client ne savent pas toujours comment utiliser les réseaux sociaux et vice-versa. Il y a un peu d'éducatif là-dedans. Il y a de l'accompagnement, du support et des outils aussi à mettre en place pour faciliter tout ça.
Eh ben, Donc dis ça, c'est donc, on est les dans le trois sujet principales. là, du coup. J'ai envie de dire tout de suite, vous êtes dedans. Et justement, très bien ces trois tendances. Je pense que ça va nous faire un bon point d'entrée pour parler justement d'un sujet qu'on a préparé un petit peu ensemble avant de l'enregistrement sur notamment, bon, t'as quand même bien amorcé le sujet. Hein, il n'y a pas de surprise pour l'audience, mais voilà, dans un contexte d'entreprise, que tu sois une TPE, une PME, voilà, les réseaux sociaux aujourd'hui, bah, à titre personnel, tout le monde en consomme. Tu le dis même sur certaines générations, c'est le premier média qui est utilisé pour se renseigner, acheter, communiquer avec une entreprise. Là aujourd'hui, les TPE, les TME, les TPE et les PME, c'est quoi un peu les enjeux que vous répondez avec haute suite? Qu'est-ce que vous faites au quotidien avec vos clients? Alors peut-être ciblé sur l'Europe, les différentes fonctionnalités qui sont vraiment celles qui sont le quotidien en fait de ces TPE et PME qui gèrent via haute suite les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Oui, bien sûr. Alors, je vais reprendre un peu les points que je te disais tout à l'heure, parce que nous, on répond à un besoin identifié. Et effectivement, les réseaux sociaux, comme je te le disais, sont utilisés également par les TPE et les PME de plus en plus dans différents contextes pour répondre à différents besoins. Il y a déjà, c'est une très belle opportunité aujourd'hui, surtout quand on a une équipe réduite et que voilà, on est de plus en plus dans la sphère du digital où beaucoup se fait à distance. Et ben, c'est une très belle opportunité pour les entreprises d'engager avec leurs clients, avec leurs prospects et de créer une relation avec elles. Donc, il y a différents usages qui se développent. Il y a un usage classique qui est l'usage de la veille, ce qu'on appelle nous le social listening. Mais c'est voilà, de nombreuses PME vont utiliser les réseaux sociaux déjà pour suivre le marché, suivre ce qui se dit autour de certains mots-clés, autour de leurs concurrents, autour de leur marque. Mais voilà, il y a cette dimension listening, écoute, veille qui est très importante. Déjà, avant de prendre la parole, il faut savoir écouter. Et là, c'est une source d'information euh, Elle est sans incroyable, oui, pareil, c'est ça. incroyable. Il y en a énormément. Exactement. Même avec une dimension commerciale, hein, je te le disais tout à l'heure, beaucoup utilisent les réseaux sociaux pour s'informer sur un produit, etc. Donc, il y a une opportunité d'avoir des commerciaux qui vont rebondir sur un tweet, sur un message posé sur Facebook ou sur Insta pour engager, etc. Donc, déjà, on écoute et on recueille de l'information. Et là, nous, on propose bien évidemment une solution de listening. Après, il y a la dimension engagement. L'entreprise va pouvoir engager avec les communautés justement pour rebondir sur les discussions et créer un lien avec ces communautés. Il y a la dimension aussi vitrine. Aujourd'hui, voilà, on a toujours notre site internet, mais beaucoup d'entreprises, TPE, PME, vont créer leur page Facebook ou d'autres leur compte LinkedIn et vont s'appuyer dessus pour développer l'image de la marque, faire passer les bons messages et également dans une dimension commerciale. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, qu'on soit online ou offline, on peut s'appuyer sur les réseaux sociaux pour générer du trafic sur son site internet. On peut s'appuyer sur les réseaux sociaux pour générer du trafic sur les points de vente avec une dimension, ce qu'on appelle nous drive to store. Et ça, on le voit beaucoup avec des franchises, notamment, qu'elles soient dans l'immobilier, dans le retail, dans le sport ou autre, qui vont s'appuyer sur les réseaux sociaux pour générer, comme ça, en lançant des campagnes, du trafic au sein de leurs différents points de vente. Voilà, donc il y a cette dimension vraiment business qui est très présente et qui est permis par la plateforme, bien évidemment, de suite. Et après, il y a d'autres usages qui vont se développer. Il y a des usages très RH, par exemple. On va s'appuyer sur les réseaux sociaux pour recruter. Et beaucoup de petites entreprises le font. Développer la marque employeur, attirer des candidats, et après même fidéliser ces forces de vente. On a notamment Est-ce que là, un du coup, mot on qui... parle principalement de LinkedIn, là, ou est-ce que Alors, c'est global quand même sur ce pas, sujet? pas, pas uniquement. Tu vois, typiquement, tu parlais de TikTok. Aujourd'hui, voilà, si tu veux toucher une certaine audience jeune et apparaître comme une boîte entre guillemets branchée, ben voilà, le TikTok c'est un bon moyen pour toucher cette audience-là. Il faut le faire de manière intelligente, mais voilà, pas uniquement le LinkedIn, tu vois. Donc après, il y a une bonne manière également de développer sa marque employeur, ou on va dire de toucher l'audience de manière large et efficace,
en t'appuyant sur tes propres collaborateurs. Et ça, c'est un mot qui est devenu un petit peu à la mode aussi, mais que nous, on voit sur le terrain, c'est l'employé advocacy, les programmes employés ambassadeurs. Tu vas embarquer tes employés sur les réseaux sociaux. Tu vas toi, en tant qu'entreprise, et même les PME le font, hein, parce que justement, ça permet d'être efficace et d'avoir une force de frappe, une caisse de résonance énorme, quelle que soit la taille de l'organisation. Donc, je vais m'appuyer sur mes collaborateurs, je vais leur pousser des messages de manière régulière qu'ils pourront ou pas, s'ils veulent, partager sur leur propre compte, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Et ça permet à mes messages d'entreprise, on va dire, de toucher beaucoup plus de monde, d'avoir plus de résonance et créer plus d'engagement, de réactions, de likes, de tweets, de clics, etc. Parce que, voilà, au départ, les réseaux sociaux, c'est principalement un outil qui a été fait pour les êtres humains plus que pour les entreprises. Et donc, on accorde plus de crédibilité et plus d'intérêt à un message, un tweet, un post qui vient d'une personne que celui qui vient d'une marque. Donc, voilà, ça permet d'humaniser quelque part les messages de la marque, d'engager différemment avec les communautés et de développer notamment la marque employeur. Donc ça c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien et qu'on voit se développer chez nos clients, petits ou grands. Voilà. Donc, si tu veux, il y a cette dimension-là qui est intéressante, les réseaux sociaux à chaque étape du parcours client, et nous, on les accompagne. On a une actu notamment, je ne sais pas si tu veux que je t'en parle, mais concernant le... C'est parti. On prend des notes. Je déroule, David, mais ce qui est assez intéressant, c'est notamment pour la dimension social care, social customer care, le service client sur les réseaux sociaux. En gros, voilà, les entreprises vont s'appuyer sur les réseaux sociaux pour améliorer leur service client et pour engager avec leurs clients. Bon, et ben nous, on a acheté en début d'année une entreprise qui s'appelle Spark Central, qui est une start-up belge extrêmement innovante, spécialisée dans le domaine du service client sur les réseaux sociaux, de manière à faciliter justement cette optimisation, cette organisation du service client sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ça c'est un exemple. Je te parlais du social commerce tout à l'heure, de la dimension achat sur les réseaux sociaux. Et ben là aussi, on a racheté il y a quelques mois une autre entreprise qui s'appelle Heyday, qui cette fois-ci est basée à Montréal, au Québec. Là, je ne vais pas te faire l'accent, parce que je le ferai pas mal. Mais on les salue s'ils nous écoutent d'ailleurs. Exactement, dans le domaine du social commerce, avec un outil basé sur l'intelligence artificielle de bot pour si tu veux, rendre la conversation plus efficace sur les réseaux sociaux dans le cadre du processus d'achat. Donc voilà, il y a plein de choses qui se font dans ce domaine-là, et nous, on essaie d'accompagner les entreprises, petites ou grandes, sur ce long chemin de la stratégie social media. Non, c'est très clair, c'est très détaillé d'ailleurs, et je me demandais justement, par rapport à tes bassins d'audience qui sont peut-être rentrés il y a 10 ans, comment ça a évolué pour eux? Est-ce que justement, tu sens que une fois qu'on a mis un pied dedans, c'est plus facile ou pas pour ces entreprises de se digitaliser? Bon, balançons le terme, la transformation digitale. Est-ce que c'est justement pas compliqué pour certains corps de métier? Parce qu'on sent que tu vois, la Startup Nation, comme on la stigmatise de temps en temps, c'est peut-être plus facile. C'est plus inné en tout cas d'aller tester, d'être dans cette énergie-là. Mais quand on dépeint un petit peu le tissu économique, alors on va parler plutôt de la France là, où parfois les TPE et les PME sont plus traditionnels, donc on sont sur des modèles peut-être industriels ou où la connexion digitale n'est pas forcément évidente, elle est en cours. Mais comment ça se passe, tu vois, quand tu es un acteur comme Outsuite et que tu vas t'implémenter, tu crées un partenariat avec des entreprises comme ça, quels sont un peu les freins que ces entreprises peuvent avoir pour justement intégrer toutes ces technologies dans tous ces maillons de chaîne? Tu vois, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que tu as des observations marché aujourd'hui à nous partager? Alors, ce qui est intéressant, c'est que certains des freins sont tombés récemment. Voilà, notamment compte tenu de la situation actuelle avec la crise sanitaire et les confinements à répétition qu'on a vécu. La force des choses. Voilà, et quelque part, c'est-à-dire c'est une conséquence entre guillemets positive de cette crise qui ne l'est pas. Il faut bien qu'il y en ait un petit peu. Voilà, ça a forcé à la digitalisation, je vais y arriver, de certaines pas facile à dire. Et exactement, encore moins facile à mettre en place. Mais c'est clair. Un des freins importants qu'on avait quand j'ai rejoint Outsuite il y a 7 ans, c'était comment convaincre les directions
que ce soit les CDO, les CMO, les directions générales, d'investir dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'était encore vu un peu comme un gadget. Voilà, je vais l'utiliser, je vais mettre un stagiaire ou un community manager junior dessus pour reposter des contenus ponctuellement. Et puis voilà. Mais c'était vraiment pas vu comme stratégique. Et là, aujourd'hui, ils ont réalisé, quelle que soit la taille des entreprises, que c'était un moyen pour elles de générer du business, d'améliorer la satisfaction client, de fédérer les équipes. Notamment, je te parlais tout à l'heure des programmes employés ambassadeurs. Enfin voilà, il y a beaucoup de résultats extrêmement concrets et quantifiables et qui ont permis, si tu veux, de casser ces préjugés. Et voilà. Donc, ce premier défi qu'on avait déjà au départ de convaincre les directions d'investir dans les réseaux sociaux, il s'est un peu atténué. Il est toujours présent quand même. Tout n'est pas gagné, mais voilà. Et je pense que ça doit dépendre aussi de la taille de l'entreprise et du secteur auquel tu t'adresses. Comme vous êtes multisectoriel, ça doit être un peu hétérogène à un certain moment, non? C'est hétérogène, mais en avec tout une cas, tendance positive. De plus en plus de secteurs sont aujourd'hui embarqués dans l'aventure. On peut être sur des secteurs qui sont pas forcément sexy, dans des entreprises de petite taille. Pour autant, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites sur les réseaux sociaux. Il faut y aller si tu veux, petit à petit. Et c'est bien d'être accompagné, mais il ne faut pas en avoir peur non plus. Et beaucoup de dirigeants aujourd'hui se lancent eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Et on les accompagne, nous, également, dans cette démarche-là. Et beaucoup de campagnes sont mises en place par des entreprises de tout secteur d'activité. Voilà. Et on peut être, comme je te disais, sur un secteur qui n'est pas forcément sexy, et pour autant faire des campagnes TikTok et qui résonnent et qui permettent d'engager avec l'audience et de fidéliser les clients. Donc, tout est possible, mais il faut y aller petit à petit. Tu vois, les programmes ambassadeurs, par exemple, l'employé ambassadeur dont je te parlais, il faut d'abord commencer avec un petit groupe et après construire, tu vois. Il ne faut pas tout de suite sortir l'artillerie lourde, il faut y aller doucement, mais il ne faut pas en avoir peur. Voilà. Et nous, on accompagne beaucoup d'entreprises dans cette transformation digitale. Alors, on n'est pas une agence en tant que telle, mais voilà, nos clients aussi bénéficient d'un soutien de nos consultants qui vont les aider à fixer les objectifs, à mettre en place les bons indicateurs et si tu veux, dans une dynamique de soutien et d'accompagnement en continu, voilà, pour les petites et grandes entreprises. Écoute, je pense que dans l'audience, il y a des clients out de suite et il y a des non-clients encore. On les invite à vous contacter dans tous les cas, ça coûte rien d'échanger avec les équipes. Vous êtes très réactifs en tout cas pour avoir fait le test, moi de mon côté. Et justement, on a un peu débordé sur la question d'après, mais transition du coup toute trouvée. Admettons quelles sont un peu les premières briques quand tu es une TPE, par exemple, si on prend ce contexte-là, une TPE, qui n'a pas encore utilisé ses réseaux sociaux et qui est en train de réfléchir à la mettre en place, c'est quoi un peu le mindset, l'état d'esprit qu'il faut avoir? Est-ce qu'il faut déjà avoir une grosse communauté? Est-ce qu'il faut déjà maîtriser totalement les codes avant de se lancer? C'est quoi un peu tes conseils pour commencer à lancer les premières briques? Écoute, comme je te le disais, il faut y aller pas à pas et commencer déjà par écouter, analyser où se trouve l'audience qu'on veut toucher. Voilà, effectivement, si c'est plus B2B, je vais peut-être m'appuyer davantage sur des réseaux tels que LinkedIn ou Twitter. B2C, je vais être beaucoup sur Instagram. Mais où se trouve mon audience? Quels sont les objectifs? Aujourd'hui, est-ce que je vais utiliser les réseaux sociaux pour faire connaître ma marque, pour recruter, pour générer du trafic sur mon site internet. Pour écouter les réseaux sociaux. Exactement. Et puis capitaliser, comme je te le disais tout à l'heure, sur les communautés existantes. Parfois, ça prend du temps de se construire sa propre communauté, oui, mais il y a des communautés qui sont existantes, avec des créateurs de contenu, avec des influenceurs, en rapport avec la thématique qui est propre. Et déjà, rejoindre ces groupes, engager avec les membres de ces communautés, mettre en place des partenariats, pourquoi pas avec les personnes derrière ces communautés. Et voilà, et mettre en place les bons indicateurs pour suivre les résultats des actions que je mène. Mais voilà, faut y aller pas à pas et commencer par la définition des objectifs et la mise en place des on va dire des dispositifs pour atteindre ces objectifs. Voilà. Mais nous, on accompagne les entreprises dans ce contexte-là, hein, vraiment. Et comme je te le disais, les réseaux sociaux, tu peux faire plein de choses avec, mais c'est pas pour autant qu'il faut se perdre et il faut peut-être commencer déjà par un objectif principal avec un ou deux canaux privilégiés, la mise en place des actions et le suivi des résultats déjà dans ce domaine-là.
Moi, ce que je peux inviter, c'est l'audience qui se pose la question encore de est-ce que je dois me lancer et où et comment. Je sais que vous avez pas mal de contenu qu'on pourra relayer justement dans la description du podcast qui traite ces sujets-là. Et pour tous ceux qui sont déjà bien formés, il y a plein de thématiques que vous abordez à travers des articles, des livres blancs. On pourra les mettre en description, du coup, je pense que ça peut intéresser. Tout à fait, merci David. Oui, on a des livres blancs, des guides. On a un blog aussi qui est assez qui est actif, hein, avec des articles qui sont publiés toutes les semaines. On a voilà, pas mal comme ça, de contenu qu'on met à la disposition de nos clients. On organise également des événements clients. Alors aujourd'hui, c'est plus online, mais voilà, où on va être plus facilitateur. On va permettre à nos clients de se rencontrer entre eux aussi, parce que quels que soient les secteurs d'activité ou les tailles d'entreprise, parfois il y a vraiment des similitudes et des challenges communs. Et donc voilà, on facilite également les rencontres entre nos clients pour qu'ils apprennent les uns des autres. Voilà, et on apprend avec eux en même temps, donc c'est intéressant. Moi, je dis ça aussi parce que c'est un tips. Moi, quand j'ai commencé à me renseigner sur les réseaux sociaux, je sais que bon, c'est quand même partie de l'environnement historiquement. Donc il y a quand même beaucoup de ressources. Donc c'est pas parce qu'on tourne ensemble que je le dis. Je le dis généralement. Faut aller sur les plateformes de ces éditeurs historiques parce que il y a énormément de contenu et en plus vous avez suivi un peu les évolutions. Donc forcément vous avez un regard qui a évolué aussi. Donc toujours intéressant de pouvoir consulter votre contenu. Et bien sûr, il y a plein de ressources qui sont hyper intéressantes, qui peuvent constituer et permettre à chacun de monter en compétence sur ce sujet-là. Et Yann, peut-être parler un petit peu, on n'a pas parlé des grands groupes, mais est-ce que vous adressez à ces populations-là? Et Également. comment vous Ouais. les travaillez justement et quelles sont un petit peu leurs problématiques? Alors, elles sont pas, c'est des entreprises, hein, mais on sait que par leur taille, leur organisation, leur côté très international, voilà, c'est pyramidal. Des fois, ça peut être des problématiques un peu différentes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Comment est-ce que vous travaillez avec ces plus grosses entreprises? Alors oui, on a noué des partenariats avec beaucoup de grands groupes en France et à l'étranger qu'on accompagne en continu. Alors parfois, il va y avoir une première porte d'entrée. Par exemple, je vais mettre en place euh, tout de suite au niveau d'un certain département, dans le cadre d'un certain cas d'usage, et puis peu à peu, dans le cadre de la transformation digitale de l'entreprise, eh ben, on va être utilisé par de plus en plus de services, de plus en plus de marques, de plus en plus de pays, et aider à mettre en place une véritable gouvernance en matière de stratégie social media, qui est un des gros challenges pour les grands groupes qui sont présents en centrale, en local. Mais là aussi, il y a de très belles opportunités en matière d'optimisation, si tu veux, où on a du contenu qui est créé par les équipes en local, en centrale, et ensuite partagé vers les équipes en local au sein de différents pays, parfois différentes marques qui vont utiliser ce contenu pour ensuite les diffuser sur leurs différents canaux. Voilà, et il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en matière d'optimisation ce qui permet d'accélérer la stratégie digitale des entreprises. Donc nous, on a la chance de travailler avec beaucoup d'entreprises dans le domaine de la banque, l'assurance notamment, mais pas uniquement. On travaille aussi avec des ministères et on les accompagne dans ce contexte-là. Mais oui, les réseaux sociaux sont aujourd'hui pour eux également un canal privilégié, quel que soit le secteur d'activité. Voilà. Mmh mh. Super intéressant. Bah, écoute, merci Yann, pour ce commentaire sur ce sujet-là et bon, on arrive bientôt à la fin malheureusement Yann. C'est passionnant parce que même moi, je me rends pas compte du temps qui file là. Bon, toute bonne chose à une fin, peut-être que si l'audience a apprécié cet épisode, on en fera un deuxième, peut-être dans l'année ou peut-être un live ou un webinar, hein. Avec plaisir. On spoil rien, mais en tout cas, c'est possible en tout cas. Yann, peut-être pour le mot de la fin, des petites actus pour 2022. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous livrer aujourd'hui? Des exclus peut-être, des tendances, on en a parlé, mais peut-être au de suite, qu'est-ce que vous allez nous préparer pour l'année prochaine? Alors, je n'ai pas la visibilité sur exactement tout ce qui va se passer sur 2022 parce que ça bouge beaucoup. Mais là, aujourd'hui, on est déjà dans une phase de consolidation. Comme je te disais, on a racheté Spark Central pour la dimension service client. On a racheté récemment Heyday pour la dimension social commerce et tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, déjà, il y a une vraie dimension
de consolidation et d'intégration de ces équipes, de ces offres à la plateforme au-dessus qui est en cours. Après, on a des équipes R&D qui travaillent beaucoup et qui investissent beaucoup dans le produit. On sait que faut être clair, c'est également un secteur qui est très concurrentiel, ça bouge beaucoup et donc il faut qu'on reste au niveau, il faut qu'on investisse beaucoup dans le produit et on travaille beaucoup avec également nos communautés, nos clients pour comme ça prendre des infos et après l'intégrer dans le cadre de notre stratégie produit. Par exemple, moi, je parlais de mon poste en tant que directeur marketing client, j'ai eu la chance de lancer ce qu'on appelle nous des product council, donc des conseils de clients qu'on réunit plusieurs fois par trimestre pour échanger sur leur usage de l'outil, sur leur usage des réseaux sociaux au sens large et leur donner de la visibilité également sur ce qui est sorti, ce qui va sortir, etc. Donc on crée cette relation avec les clients et ça nous aide pour également adapter notre stratégie produit. Après, il y a une dimension également service qu'on veut développer. J'ai utilisé beaucoup le terme accompagnement lors de ce podcast, mais voilà, on a développé une offre de service pour nos clients avec des workshops qu'on met à leur disposition pour les accompagner dans leur prise de maturité, on va dire, sur les réseaux sociaux. J'imagine que c'était une demande en plus assez importante. Exactement. Et la dernière dimension, c'est les partenariats. Alors voilà, on a la chance de vous compter comme partenaire. On a également de nombreux partenaires technologiques qui sont rassemblés au sein de ce que nous on appelle un App Directory. Et voilà, ce qui vous permet, en tant qu'utilisateur d'Outsuite, de plugger un module de veille supplémentaire, un module de CRM, un module de service client, etc. Donc, un module de gestion sur Tout à fait. Sur les images, etc. Donc, il y a cette dimension développement des partenariats qui est en continu et qui devrait prendre encore plus d'ampleur sur 2022. Et dis donc, ça en fait des choses. On va surveiller ça de près et j'invite les gens, pour pas faire de mauvais jeu de mots, à vous suivre sur les réseaux sociaux du coup. J'imagine que vous allez communiquer là-dessus. Oui, bien sûr, sur les réseaux sociaux, sur le blog, sur le site, bien sûr. Ok, super pour ce partage, c'était vraiment passionnant. Et Yann, comment est-ce qu'on peut te contacter si on veut chercher à te joindre? Est-ce que tu réponds sur un réseau social en particulier? Peut-être LinkedIn? Alors moi, je fonctionne beaucoup au fax. Non, je plaisante, c'est une petite blague. Non, mais oui, LinkedIn, Twitter, voilà, c'est les deux principaux canaux que j'utilise au niveau business professionnel. Donc oui, je suis disponible si vous voulez échanger, me proposer des partenariats ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peut-être qu'on fournira après les coordonnées spécifiques. Mais ouais. Absolument, Yann. On mettra tout ça en description et si on a un numéro de fax, pour les plus jeunes qui nous connaissent, ils t'enverront un petit fax. On leur 15 tout de suite. Exactement, on leur dira de signer à Senpai et comme ça ils sauront que qu'ils viennent du podcast. En tout cas, merci Yann pour cette petite heure là passée avec toi. C'était un concentré d'informations, de partage. Je trouve que c'est assez incroyable qu'une marque comme la vôtre puisse prendre aussi la parole sur le terrain et nous partager tout ça. Parce que c'est une grosse machine, qu'on se le dise tout de suite, parce que vous êtes là depuis longtemps, mais vous gardez quand même cet ADN très proche du client. Alors je pense que toi c'est aussi ton métier, donc t'as ça en toi, mais en tout cas je tenais quand même à le souligner, c'est pas toutes les grosses entreprises qui font ça, donc merci pour le partage, merci de la part de la communauté, c'était hyper intéressant en plus. Merci beaucoup pour ton accueil David et ton invitation, c'était un grand plaisir, merci beaucoup. À très bonne continuation Yann, et on spoil pas les personnes, mais en tout cas il y a des choses qui vont se faire, comme tu l'as dit, on est en partenariat, donc il y a pas mal de projets qu'on est en train de travailler avec tes équipes là. Exactement. Très bonne continuation Yann, et à très bientôt. À bientôt, salut. Salut. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple, partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous, cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode, et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse, www.senpai.io, pour écouter d'autres témoignages passionnants. À très vite sur le podcast de Senpai.